Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout le monde est arrivé. Les gens arrivent. Bonsoir Ouais, Mathilde. allez. Bonsoir Silver, je suis ravie de te retrouver et Ben je oui, suis ça faisait ravie de longtemps. retrouver tout le monde ce soir. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps on n'avait pas échangé au travers d'un webinaire comme ça. Effectivement, et c'est toujours une joie de te retrouver, toujours une joie d'être voilà, moi aussi aux premières loges pour prendre des notes de tout ce que tu nous partages, tous tes savoirs, toutes tes compétences, tous tes éclairages. Et ce soir encore, ça va être l'occasion de pouvoir bénéficier de toutes tes connaissances. Donc, je suis ravie de passer cette soirée avec toi et avec vous tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue. Voilà, pour ce moment que nous allons passer tous ensemble. J'espère que vous êtes bien installés, confortablement. N'hésitez pas en tout cas à nous faire un petit coucou, nous dire peut-être d'où vous nous écoutez ce soir. Est-ce que le chat fonctionne? Mais oui, bonsoir Oui, Sandrine. Bonsoir à nouveau oui. Sandrine. Bonsoir Il y a Carole. deux Sandrine. Il y aura un replay, hein, je le dis, bien sûr. Absolument. Bonsoir Mia, bonsoir à tous. On vous laisse vous installer tranquillement, prendre place. Donc, le sujet de ce soir, vous le savez, il peut sembler peut-être simple un peu comme ça parce que le mot est extrêmement galvaudé et en même temps il est universel. Il s'agit du stress et de toutes les sphères. On va vraiment aller explorer les méandres qui se cachent derrière ce mot stress qui est très souvent utilisé peut-être parfois un peu trop rapidement. Tu vas nous expliquer tout cela ce soir, Silver. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent avec ce stress justement en permanence. Alors il est parfois léger, parfois discret presque. Et puis au fil du temps, il devient de plus en plus envahissant. Et on peut le reconnaître parfois par des petits signes du quotidien. Ça peut être un sommeil qui devient plus fragile avec des réveils, 3 4 heures du matin. Le cerveau, je pense qu'on a tous déjà vécu ça, le cerveau qui se met un peu à cogiter, à ruminer. Ça peut être une fatigue qui ne passe pas, une fatigue qui s'installe malgré une nuit complète, une nuit sans réveil. Ça peut être une sensation d'avoir aussi toujours quelque chose dans la tête, de penser en permanence à mille idées, d'avoir des difficultés à se concentrer, prendre des décisions, l'impression d'être débordé, vous savez, de sensation d'être noyé dans un verre d'eau, alors qu'avant on pouvait supporter voilà, des phases un peu plus intenses. Ça peut être dans les émotions également, plus irritable, plus sensible, plus anxieux. Puis évidemment, Silver, alors toi qui es ostéopathe, évidemment, il s'exprime également dans le corps, avec des tensions dans la nuque, dans les épaules, les maux de tête, troubles digestifs. Hein. On va revoir tout ça ce soir. Mais ce Mm. sont des signaux qui, je pense, pour vous, sont bien connus. Mais ce qui est troublant, c'est que souvent, on s'y habitue et en fait, ils deviennent presque normaux et on ne les voit presque plus. Alors que c'est un mécanisme très précis qui s'installe dans le corps sur lequel on peut agir. Et c'est précisément la raison pour laquelle on se retrouve ce soir pour explorer ce sujet avec voilà, la chance de t'avoir à nos côtés, Silver, un expert. Tu as consacré ta vie, ton travail à comprendre ces mécanismes humains depuis Ouh, des, de- depuis, des années. depuis des années. Je vais pas le dire parce que sinon, ça serait vertigineux. Oui, depuis des années. Mm. Et voilà, c'est toute cette expertise qu'on va revoir avec toi. Je peux peut-être redire rapidement, voilà un petit peu te présenter, même si je pense que la plupart des personnes ici te connaissent bien, mais tu es kinésithérapeute, ostéopathe du sport, tu es consultant international depuis là aussi de très nombreuses années et tu continues, je sais, à voyager et à partager toute ton expertise voilà, à travers de nombreux pays. Je crois que tu pars au Canada dans pas longtemps, il me semble. Ouais, j'ai fait pas mal de pays. J'étais à Casablanca au Maroc et j'ai la Casablanca chance aussi. d'intervenir pour, Je sais qu'il y a du Miami qui se promène voilà, aussi un petit peu. Enfin, absolument. Et voilà. puis il y a peut-être aussi, mais ça c'est une avant-première, peut-être la Californie, Los Angeles pour des séminaires. Voilà. Bon, nous te partageons avec bonheur à travers le monde entier, Super. Donc, nous sommes ravis que tu viennes voilà, partager la bonne nouvelle. Tu as accompagné aussi de nombreux sportifs de haut niveau, des dirigeants d'entreprise, des personnes de manière générale en quête de transformation personnelle. Et je pense que nous tous ce soir, on est aussi en quête de transformation personnelle. Et c'est ce qui caractérise ton travail, justement, cette capacité à relier le corps, les émotions, les neurosciences, j'allais dire la neuroscience, mais avec un grand N dans ce cas-là, mais les neurosciences pour vraiment comprendre toutes les émotions, les réactions, les fonctionnements. Tu as écrit plusieurs ouvrages aussi, Le pouvoir de tout changer, exceptionnel, qui explore justement voilà, toute cette idée de comprendre le fonctionnement et comment est-ce qu'on peut transformer tous les mécanismes de notre corps. Euh,
tu fais des conférences, des formations avec un contenu très généreux. Qu'on peut retrouver aussi sur ta plateforme, sur tes réseaux. Voilà, donc tu nous partages un travail très accessible, parce que c'est parfois ce qui peut être compliqué avec des experts comme tu peux l'être, avoir des termes parfois trop précis qui semblent trop éloignés de notre réalité. Donc toi, tu as ce travail-là, cette approche qui est à la fois très accessible, mais profondément éclairante et puis profondément transformatrice. Donc je suis Ouais, ravie de te retrouver ce soir c'est voilà, autour de cette gentil. question du stress qui Je te s'installe. remercie, je te remercie, c'est super gentil. Très belle introduction, merci. Et puis c'est vrai que c'est vrai que j'essaye de mettre beaucoup, beaucoup de contenu gratuit aussi sur YouTube, sur LinkedIn, sur les réseaux en général. Je suis connu pour ça. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de Extrêmement généreux contenu là-dessus. gratuit. C'est vrai. Coucou Anne-Marie de Londres, coucou Agnès, coucou Mercedes, Françoise, Frédéric. C'est une joie de vous retrouver. Ça fait longtemps, ouais, il Paola. y a un petit peu partout, hein, Londres, Myriam de Bordeaux, coucou, je Bordeaux. suis du Sud-Ouest aussi. J'ai même vu passer quelqu'un du Cercle des Possibles. Coucou, je crois que c'est Claude. Bonjour, bonsoir, du Cercle des Possibles. Voilà. Dans lesquels je suis intervenu il y a à peu près un mois et demi. Formidable. Bah, génial, tu vois, on te suit, on te Oui, suit. Voilà. oui. C'est que ta parole nous parle et sonne dans nos oreilles. Donc écoute, je te propose là vraiment te laisser la parole parce que moi aussi, j'ai mon crayon, mes notes, je vais prendre des notes ce soir de tout ce que tu vas nous partager. Est-ce que déjà, je pourrais peut-être commencer avec cette première question Oui. euh, sur euh, quel est peut-être l'élément déclencheur? Y a-t-il déjà un élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait que on rentre si facilement presque dans cet engrenage du stress et avec tous ces symptômes que j'ai légèrement commencé à partager, mais pour Mhm. lesquels tu vas bien, bien plus rentrer en détail ce soir. Alors, le facteur déclencheur ou les facteurs déclencheurs, eh bien, je vais dire le facteur déclencheur parce que pour moi, il y en a un. Très souvent, quand les personnes disent je suis stressé, il y a souvent cette notion de déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis stressé, mais je suis pas stressé habituellement, mais c'est la situation qui me stresse, c'est les autres qui me stressent, c'est celle qui travaille là-bas dans le service, la grande blonde qui me stresse, etc. Et en fait, j'aime à dire que les autres, etc., ne sont que le presse-agrumes. Ceux qui me connaissent le savent. J'utilise souvent cette métaphore de l'orange. Quand on prend une orange, qu'on la presse, il ne sort de cette orange que ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire du jus d'orange. Il sortira jamais du jus de pomme ou du jus de cerise. Eh bien, il en est pareil pour nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous met sous pression, s'il sort de nous du stress, des inflammations, du mal-être, c'est que ce stress, ces inflammations, ce mal-être, on les a déjà intrinsèquement en nous. Les autres ne sont que le presse-agrumes, ne sont que ceux ou ce quoi qui va venir appuyer là où ça fait mal, là où c'est sensible, et nous, on réagit par rapport à ça. Donc, en fait, quand on me dit c'est quoi le stress, je dis tout de suite, le stress, il n'y a pas d'origine au niveau du stress, il y a une origine, c'est nous. C'est comment nous nous adaptons. Le stress, il faut le savoir, il faut le comprendre, c'est une réaction physiologique. C'est une réaction physiologique, cellulaire et organique qui fait que on va réagir de telle ou telle façon, on va sécréter telle ou telle neurohormone par rapport à une sollicitation, à une excitation, à une exacerbation de nos sens et de nos émotions. Et donc, qui va toujours venir rentrer en résonance avec des mémoires, avec des choses, avec des croyances, avec des choses qui sont ancrées en nous. Et ce qui va faire qu'on réagit bien ou qu'on réagit mal, que ce stress est... Parce qu'on me dit souvent, ouais, il y a du stress positif et il y a du stress négatif. Et je dis souvent, non, il n'y a pas de stress positif, négatif. Ce qui va rendre le stress positif ou négatif, c'est pas le stress, c'est pas la sollicitation, c'est pas la réaction physiologique, c'est ce que vous en faites de cette réaction physiologique. C'est comment, au niveau cellulaire, vous vous adaptez, au niveau intrinsèque, vous vous adaptez à cette réaction physiologique, à cette sollicitation, on va dire. La sollicitation, c'est le presse-agrumes. Et en fait, en fonction de comment on va réagir, on va avoir soit un stress positif, soit un stress négatif délétère. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est de reprendre la responsabilisation, on va dire, la responsabilité de ce qu'on fait de notre être, d'un point de vue cellulaire, hormonal, neurohormonal,
fluidique, je dirais même. Vous allez comprendre que les émotions ont une origine liquidienne, fluidique. Et donc, en fonction de comment on gère ça, on va bien s'adapter ou on va mal s'adapter. Et quand on s'adapte mal à ce stress, ce n'est pas qu'un stress émotionnel. Quand on s'adapte mal à ce stress, il y a derrière toutes les répercussions dont tu as parlé, à savoir des répercussions sur le sommeil, des répercussions bien sûr sur les humeurs, mais des répercussions sur le métabolisme, sur les dysfonctionnements endocrines, sur les douleurs chroniques, dès qu'on rentre dans la chronicité des douleurs, etc., etc., etc. Donc il y a plein de gens, par exemple, qui ont des tendinites et qui me disent, mais moi, je suis pas stressé du tout, hein. Par contre, j'ai une tendinite. Ouais, non, mais la tendinite, c'est pas parce que je suis stressé, c'est parce que le docteur m'a dit que c'est parce que je répétais le geste. C'est pour ça que je faisais une tendinite. Et ouais, mais tous les gens qui répètent le geste et qui ne sont pas forcément tous sous un stress cellulaire ne vont pas forcément faire une tendinite. Si tu fais une tendinite en répétant le geste, c'est que d'un point de vue cellulaire, tu as un stress cellulaire qui va faire que du coup, ton corps réagit au travers d'une chronicité ou d'une pathologie inflammatoire. Donc voilà, tout ça va dépendre de ce qu'on fait. Et en fait, ce qui va impacter tout ça, eh bien, c'est la gestion qu'on a de notre être, tant d'un point de vue postural que d'un point de vue sommeil, hein, que d'un point de vue alimentation et respiration. Sachant que le premier vecteur, le premier, hein, pour moi, le tout premier vecteur perturbant, c'est notre respiration. On sait que c'est le premier vecteur sur lequel on va jouer quand on va être stressé. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on met le focus sur la respiration, c'est le principe de la cohérence cardiaque, c'est le principe de de la méditation, etc. Dès qu'on met le focus sur la respiration, qu'on met le focus sur quoi que ce soit notre respiration ou que ce soit un sens, hein, l'olfaction, l'audition, l'auditif, pardon, le gustatif ou n'importe, ou le kinesthésique, peu importe. Dès qu'on met notre attention sur un sens, on se remet dans le moment présent. Et or, le stress n'a d'emprise sur nous que quand on pense au passé, par rapport à des références qu'on a ancrées dans nos mémoires cellulaires, faciales, etc., ou nous projette dans le futur par rapport à nos peurs. Et à partir de là, ou quand on pense aux autres aussi, qui me stressent, style, oh, c'est sale par terre, j'ai pas nettoyé hier, je suis dans le passé, mon stress monte. Ah, il va falloir que je passe l'aspirateur demain ou ce soir. Le stress monte parce que je pense à ça, ou sinon ça va être ça. Et là, tout de suite, c'est oh mon Dieu, il y a Nicole qui est venue hier. Si elle a vu ça, elle va se dire que je suis dégueulasse. Tout de suite, je pense aux autres. Le stress monte. Donc, c'est toujours par rapport au passé, au futur ou aux autres. Voilà, ça, c'est comment dire, euh, c'est ce qui va se passer. Et dès qu'on se remet le focus sur notre respiration, entre autres, eh bien, on se remet dans le moment présent. Et la respiration a ça d'extraordinaire, c'est que, un, elle va nous remettre dans le moment présent, deux, elle va réguler, si on l'a fait sur une base de cohérence, par exemple, tout notre système neuro-endocrine et notamment notre système neurovégétatif, c'est-à-dire parasympathique, c'est système indépendant de la volonté. Pour ceux qui ne connaissent pas le système neurovégétatif, c'est le système qui est indépendant de la volonté. C'est ce qui fait que, qui n'est pas dirigé par notre volonté, qui donne la chair de poule, le péristatisme intestinal, l'augmentation ou le ralentissement du rythme cardiaque, etc. C'est le système neurovégétatif, deux systèmes, l'accélérateur, qui est l'orthosympathique ou sympathique, et le frein, qui est le parasympathique, qui n'ont pas les mêmes origines au niveau ganglionnaire, ça c'est autre chose, mais c'est ces deux-là qui sont tout le temps en fait en équilibre. Le problème, c'est que la plupart des gens sont en dystonie neurovégétative. À cause de quoi? À cause de leur respiration. C'est pour ça que je disais, pour moi, c'est le premier problème, c'est que, tu le sais, on en a déjà parlé dans des différents webinaires que j'ai faits aussi, euh, on va dire, elle est à peu près 95% de la population occidentale est dans une respiration dite paradoxale, c'est-à-dire une respiration inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on fait de la méditation, même quand on fait du chant, du théâtre, qu'on travaille, qu'on apprend à respirer avec le ventre, eh bien, on sait bien respirer avec le ventre dans l'exercice de notre art, mais dès qu'on passe en mode automatique et on vit notre vie en mode automatique, eh bien, comme 95% de la population, on rebascule sur une programmation neurocorticale
qu'on s'est faite entre l'âge de 6 ans et l'âge de 11 ans, qui nous a mis quasiment tous et toutes dans une respiration thoracique. Et on a ce dysfonctionnement qui va faire que du coup, on est pour beaucoup d'entre nous plus en inspire qu'en expire. Les gens ont beaucoup plus de facilité à expirer quand on fait faire des exercices respiratoires, et je suis sûr que tu le sais, ont beaucoup plus de facilité à inspirer qu'à souffler longtemps. Mhm. Souffler longtemps, c'est très dur pour beaucoup de gens. Et donc, à partir de là, quand on sait que l'inspiration va stimuler le système orthosympathique, c'est-à-dire l'accélérateur, augmenter le rythme cardiaque, augmenter le péristaltisme, etc., et que l'expiration, au contraire, va ralentir, dès lors qu'on est plus dans l'un que dans l'autre, eh bien, on crée ce qu'on appelle une dystonie, c'est-à-dire un déséquilibre neurovégétatif. Et ça va générer un stress cellulaire, qui fait que du coup, notre système derrière n'arrive plus à s'adapter. Donc, hormis le moment présent, l'avantage de la respiration, il y a comment dire, l'équilibration neurovégétative. Et il y a un troisième axe sur la respiration dont on parle rarement, c'est l'oxygénation. Pourquoi? Parce que quand on respire, il y a deux choses qui amènent comme ça cette oxygénation, c'est la respiration et l'hydratation qui amènent des atomes d'oxygène. Quand on respire, on fait rentrer de l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? C'est le carburant de nos cellules. Or, on sait par des études qui ont été faites dans les années 70, on va dire entre 70 et 2000, et par certains professeurs, d'ailleurs ça a valu une Nobelisation, on sait aujourd'hui que le premier vecteur d'inflammation et de stress cellulaire, c'est la carence en oxygène. Ça a été validé, ça a été prouvé, et ça a même valu une Nobelisation et un prix Nobel de médecine. Donc c'est pour dire que cette oxygénation, cette respiration, elle est dans la gestion du stress fondamentale sur plein de niveaux différents. Il faut donc réapprendre à respirer. Ça, c'est le premier truc. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui vont nous permettre de faire baisser ce stress cellulaire. Il y a notamment notre alimentation. Eh ouais. Je m'adresse à, je sais que dans l'assistance, parmi toutes les personnes présentes, et vous êtes nombreux et nombreuses ce soir, je vous remercie, ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'alimentation. Euh, L'alimentation, pour moi, c'est une des premières causes aussi avec la respiration de stress cellulaire. On sait pourquoi, hein. On sait notamment au travers de choses comme l'acidose cellulaire ou on va dire les index glycémiques qui vont venir faire flamber cette inflammation cellulaire. Et là, je suis souvent, quand je suis en intervention, quand je suis chez les clients, quand même quand je consulte, parce que bonne nouvelle, on en a parlé en off, hein, je le dis, j'envisage, moi qui ai arrêté l'exercice libéral depuis 2013, j'envisage de m'y remettre, mais sous une forme un peu différente, en tant que thérapeute, en tant qu'ostéopathe. En consultation, je suis atterré de voir, quand j'interroge, quand je fais des anamnèses et que je pose des questions sur l'alimentation, etc., le peu de conscience que les gens pensent savoir ce qu'il faut manger, comment manger, mais ils n'y mettent pas un sens. C'est-à-dire qu'ils savent, mais sans vraiment savoir. Euh, Beaucoup de gens sont encore ancrés du fait de la médecine actuelle, sont encore ancrés dans ben, il faut manger peu de calories, il faut pas trop manger calorique pour pas grossir. Pas C'est grand. toujours, c'est souvent, ah, bah, tu le sais, toi tu travailles beaucoup en tant que naturopathe, tu travailles énormément, énormément peut-être sur l'alimentation aussi. Mais c'est vrai que on commence à voir les gens venir en disant je suis pas bien, je dors pas bien, j'ai des inflammations par rapport à l'alimentation, mais c'est pas dans le corps médical en général, c'est dans le corps, on va dire paramédical ou en médecine holistique. Euh, Par contre, dans la conscience collective, bah, les gens sont peu conscients du pourquoi il faut manger comme ci ou pourquoi il faut manger comme ça. Ils savent qu'il faut le faire, mais ils ne savent pas pourquoi réellement. Ils ne sont pas dans la conscience, ils sont dans le savoir.
Il y a une grande différence pour moi entre être dans le savoir de quelque chose et être dans la conscience de quelque chose. C'est ce qui fait toute la différence entre le changement et le non-changement. Donc, ben les gens savent, mais ne sont pas réellement dans la conscience du pourquoi. L'état d'acidose, c'est le premier vecteur, l'acidose cellulaire, et là je m'adresse à toi Mathilde qui est naturo, c'est le premier vecteur, tu le sais, on en a souvent parlé, de surinflammation cellulaire. Euh, c'est terrible de voir à quel point l'humain occidental est en acidose cellulaire. Et dès qu'une cellule est en acidose, et très souvent, alors il n'y a pas que l'alimentation, il y a la vie en général, hein, il y a le sport qu'on fait, il y a le stress qu'on va avoir, il y a ben, justement le stress qui est géré par l'acidose, mais qui crée de l'acidose. On est dans un cercle qui n'est pas du tout vertueux, qui est un cercle vicieux même. Euh, dès qu'on est en souffrance, très très souvent, on est en acidose cellulaire. C'est le cas de la majeure partie de la population, de par l'hygiène de vie qu'on a, bien sûr, mais aussi de par l'alimentation. Et donc, dès qu'on est en acidose, les impacts de l'acidose qui vont générer un stress cellulaire, les impacts derrière, ils sont ben, principalement inflammatoires. C'est tout ce qui est en HIT. C'est les bronchites, les rhinites, les pharyngites, les colites, les cystites, les tendinites, la cellulite, mesdames, etc., etc., qui sont toujours du fait et toujours liés à des états d'acidose. Donc, le stress, le stress cellulaire, va avoir un impact sur tout ça. L'état d'acidose va générer aussi derrière des déséquilibres avec des perturbations au niveau du sommeil, au niveau, hein, j'arrête de bouger parce que l'image bouge en même temps que moi, je vais vous donner mal au cœur, va perturber plein de choses. Pourquoi? Parce que dès qu'on est en acidose, le corps va chercher à se rééquilibrer, c'est l'homéostasie, et donc va mettre en place ce qu'on appelle des systèmes tampons, c'est-à-dire qu'il va venir tamponner cette acidose. Et à partir de là, bah, dès qu'il met en place le système tampon, il va aller puiser dans ces minéraux alcalins qu'il y a dans le corps. Hein. L'acidose, c'est la notion de pH, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop. C'est le pH d'une piscine, neutre à 7. Quand c'est en dessous de 7, c'est un acide. Quand c'est au-dessus, c'est une base alcaline. Le corps, le pH de notre corps, normalement, physiologique, c'est 7,4. La plupart des gens sont en acidose. Et comme une piscine, dès qu'on vire acide, eh ben, la piscine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des algues, elle flotte, etc., etc. Ben, nous, c'est pareil, elle devient toute verte, l'eau. Ben, nous, c'est pareil, on devient tout vert, on fait des algues. Sauf que nous, ben, ça ne se voit pas, c'est pas nous qui devenons tout vert, mais c'est ce qu'on met en place des candidoses, des parasitoses, etc., etc., etc. Et tout ça est lié à un état de stress cellulaire. Pour moi, c'est ce que j'appelle du symptomatologique. C'est-à-dire quand les gens me disent, mais comment je peux savoir si je suis stressé? Eh bien, tu regardes les symptômes. Ton sommeil, tes candidoses, tes parasitoses, ta cellulite, etc. Tu as de la cellulite, tu es en stress. Tu ne cherches pas à comprendre. Etc., etc., etc. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle, c'est de la symptomatologie. Et donc, eh bien, il faut observer tout ça et il faut agir sur cette alimentation, sur cette acidose. Il faut agir sur les index glycémiques des aliments. Pourquoi? Parce que je suis atterré, là encore, quand je vois mes patients ou quand je vois des stagiaires manger. Euh, vous savez, moi, je dis toujours, on peut avoir envie de manger. L'index glycémique, d'abord, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont les aliments à faire monter notre glycémie. Dès qu'on mange un aliment qui a un fort index glycémique, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un pic insulinique pour l'assimiler, le transformer, ce sucre. Et dès qu'il y a une pic d'insuline, il y a une hypoglycémie derrière réactive, qui est proportionnelle. Plus le pic insulinique est fort, plus l'hypoglycémie est importante, plus le coup de barre est grand. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est la symptomatologie. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que dès que je suis en hypoglycémie, pour mon cerveau reptilien qui gère ma survie depuis des centaines de milliers d'années, enfin quand je dis la mienne, celle de l'espèce humaine, et bien pour mon cerveau reptilien, je suis en danger de mort. Parce que je ne peux plus combattre, je ne peux plus fuir, je peux plus fuir. Donc je suis en danger. Que va faire mon cerveau reptilien? Il va faire remonter la glycémie et pour pouvoir combattre ou fuir, pour sortir de cette zone de danger. Et pour monter la glycémie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sécrète une hormone que tu connais, Mathilde, qui est Cortisol. le cortisol. Merci Mathilde. Qui va faire monter le cortisol. Or, cette hormone, le cortisol, est un des principaux
facteur stressant, inflammatoire cellulaire. Le professeur Émile Beaulieu, qui est un éminent neuroendocrino à travers le monde, qui a découvert la dualité DHEA-cortisol, DHEA, l'hormone de l'éternelle jeunesse, et cortisol, ben, l'hormone de la vieillesse et du stress, eh bien, le professeur Beaulieu, avec toutes ses équipes et tous les endocrinologues à travers la planète, ont concédé et sont tombés tous à la même analyse, in fine, c'est que 95% par exemple des cancers sont dus, et des infarctus sont dus à une hypercortisolémie. Quand on fait un infarct et qu'on va voir le médecin à ce moment-là, et que le médecin nous consulte, très 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 souvent, la phrase fourre-tout, on va dire, Monsieur Caron, vous avez fait un infarct, c'est le stress. Non, tu as fait un infarct, très souvent, c'est parce que tu es en hypercortisolémie. Tu déclenches un cancer, c'est parce que tu as tes cellules qui sont stressées et enflammées. Les cellules cancéreuses, on le sait, ne peuvent pas se développer autre part que sur des cellules enflammées. Si les cellules ne sont pas enflammées, les cellules cancéreuses ne se développeront pas. C'est tous les travaux notamment du docteur David Servan-Schreiber. Donc on a tout intérêt à prendre conscience de ce qui va surenflammer, donc surstresser ces cellules. Et le cortisol en fait partie. Donc le cortisol, deux choses qui vont stimuler notre cortisolémie. Un, notre alimentation hyperglycémiante. Et deux, notre respiration je vais dire asymptomatique, c'est-à-dire respiration paradoxale, c'est-à-dire une respiration avec un spasme du diaphragme qui ne descend plus comme il devrait descendre et qui ne remonte plus comme il devrait remonter, qui est tout le temps en tension, on va dire, sur l'inspire. Donc, et qui va donc stimuler les corticosurrénales qui se trouvent juste sous le diaphragme. Donc tous ces mécanismes-là nous font comprendre que la respiration, l'alimentation sont le premier vecteur qui va générer un état de stress cellulaire. À partir de là, quand on sait et quand on a les clés derrière pour pouvoir moduler ça, pour pouvoir changer ça, eh bien on se rend compte qu'on est des super-héros en puissance qui pourront faire plein de choses au travers déjà rien que de ces deux clés-là. Mais après, il y en a d'autres, notamment, notamment la posture. Et je finirai par un des plus importants, la dette de sommeil. Mais la posture, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que la posture vient impacter notre stress et nos états émotionnels? J'ai assisté il y a quelques années en arrière à une conférence TEDx d'une psychologue américaine à Harvard que tu connais, qui s'appelle Amy Cuddy, absolument. je la connais par toi, hein. Je la connais Ouais, ah, tu grâce la à connais toi. par moi? Ah bah D'accord. oui, je la connais grâce à toi, bien sûr, bien sûr. Et elle Amy est Cuddy, extraordinaire. elle Mm, est mm. extraordinaire, qui parle donc des power postures dans sa conférence. En fait, Amy Cuddy s'est rendu compte que au travers des postures, bon, on le sait déjà depuis pas mal d'années, hein, depuis les années 70 avec la montée en puissance de la PNL, mais surtout bien avant avec l'hypnose, euh, l'hypnose date du début du 20e, hein. Donc, on sait que la posture est un des principaux bras de levier de la gestion émotionnelle. En fonction de comment on se tient, de la posture que l'on a, ouverte, fermée, on va modifier. Amy Cuddy est allée plus loin, elle a montré que quand on était en posture fermée, c'est-à-dire toute la journée, par exemple, assis au travail, à un bureau, donc les jambes croisées, les bras enroulés vers l'avant, la tête comme ça, exactement la posture que tu viens de prendre, Mathilde. Eh bien, quand on est comme ça, il va se passer trois choses. La première, il va se passer une baisse de l'estime de soi de 26%. La baisse de l'estime de soi est un des premiers vecteurs qui va faire monter notre état de stress et de cortisol. La baisse d'estime de soi de 20%. Pourquoi? Tout simplement parce on ferme complètement tout notre système, entre autres, hein, tout notre système. Moi, c'est mon explication à moi, parce qu'elle ne l'explique pas, mais c'est moi en tant que physio qui l'explique comme ça. En fait, on ferme complètement tout le système sous-diaphragmatique, abdominal sous-diaphragmatique. Donc, toute notre biomécanique, notamment intestinale, est complètement verrouillée. Or, presque 90% de la sérotonine est sécrétée par l'intestin grêle. Et la sérotonine, c'est justement
dans le règne mammifère, la neurohormone de la fierté, de l'estime de soi. Donc dès qu'on est fermé, forcément 26% en moins de taux de sérotonine et donc 26% en moins d'estime de soi. On baisse notre taux de testostérone en posture fermée quand on travaille toute la journée comme ça à un bureau, eh bien on le baisse on va dire 10 à 20%. Et surtout, on fait monter notre taux de cortisol de 15%. Par contre, dès qu'on passe en posture ouverte, 2 minutes, c'est-à-dire comme ça à un bureau, juste rester 2 minutes comme ça, regarder le plafond, à buller, éventuellement même afficher un grand sourire sur le visage. Même si on ne sait pas pourquoi, on trouvera toujours plein de bonnes raisons pour le faire. Déjà, rien que de s'observer, ça donne une bonne raison d'avoir le sourire. Eh bien, 2 minutes comme ça me suffisent pour faire baisser mon taux de cortisol de 25%, c'est-à-dire un différentiel de 40, pour faire remonter mon taux de testostérone de 20%, mais surtout et plus que tout, pour faire remonter mon estime de moi de 26%. Donc, on a tout intérêt par rapport à la gestion du stress à prendre conscience de ça. Alors pourquoi? Moi, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi? Moi, j'aime bien, on m'appelle en formation en présentiel, on m'appelle monsieur pourquoi. À chaque fois, j'explique pourquoi. Vous êtes pourquoi? Vous êtes comme si pourquoi? Et comprendre le pourquoi, c'est mettre un sens sur les choses. On peut changer les choses pour moi que quand on y met un sens. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai étudié la mécanique émotionnelle et notamment, j'ai compris quelque chose au travers des travaux du professeur Marc-Henri, que tu connais bien parce que tu l'as interviewé de son vivant, au travers des travaux de Stéphane Drouet, au travers des travaux de plein de neuroscientifiques, Jacqueline Bousquet, etc., etc. J'ai étudié l'origine de ces modulations émotionnelles. Bien sûr, la posture va influer sur le système neurovégétatif orthosympathique, parasympathique. Pourquoi? Parce que les origines sont crânio-vertébrales, on va dire. Et donc, à partir de là, dès qu'on modifie la posture, forcément, on a une action mécanique sur les ganglions neurovégétatifs qui vont modifier, moduler ou réguler notre équilibre, cette fameuse dystonie neurovégétative. Mais surtout, plus que tout, la posture va influer au travers de nos fascias ou de notre fascia, si on est puriste. Moi, je dirais notre fascia, mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on dit le fascia. Le fascia, vous savez, la membrane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on prend un poulet, qu'on enlève la peau, il y a une membrane blanche en dessous qui n'est pas extensible. Notre corps est tapissé exactement de ça à tous les niveaux, au niveau superficiel, moyen, profond, etc., etc. Si je vous dis les ligaments, c'est du fascia, les tendons, c'est du fascia, le péritoine, c'est du fascia, la plèvre, c'est du fascia, le péricarde, c'est du fascia, la structure osseuse, le périos, c'est du fascia, etc., etc. En fait, dans le développement embryologique, c'est juste une membrane, ce qu'on appelle une méninge, qui sort de la base du crâne et qui vient dégouliner pour aller tapisser un petit peu tout ce qui est dans notre corps. Cette membrane, c'est une membrane durmérienne, on appelle ça. Et elle vient tapisser dans le développement embryologique, ce qui fait que cette membrane blanche qu'on voit chez les poulets recouvre tout notre corps à l'intérieur, à tous les niveaux. Sauf que c'est une seule et même origine. C'est pour ça que les puristes comme moi appellent ça le fascia. D'autres diront les aponevroses ou les fascias. Eh bien, au travers de ce fascia et des mouvements de notre corps, on va avoir un impact majeur sur quoi? Eh bien, tout simplement sur nos liquides. Nous sommes des êtres hydriques, d'où l'importance de bien s'hydrater. Nous sommes des êtres hydriques. Nous sommes composés majoritairement d'eau. Alors, en eau physiologique, c'est 65-70%. En eau moléculaire, ça, c'est autre chose. On est composé d'un point de vue moléculaire et Marc-Henri te l'a bien expliqué dans l'interview extraordinaire que tu as fait avec lui, Mathilde, nous sommes composés de 99,1% d'eau moléculaire. Chaque cellule de notre corps, nous avons 100 000, entre 80 et 100 000 milliards de cellules dans notre corps, en fonction de notre âge. Chaque cellule de notre corps, je crois, contient 22 milliards de molécules d'eau. Je vous laisse faire le calcul. C'est colossal.
cherchez même pas, même les calculettes, elles n'arrivent pas à le faire, il n'y a pas assez de zéro. Donc, c'est colossal, on est vraiment constitué que d'eau. Et cette eau, elle est en perpétuel mouvement. Et j'adore reprendre cette phrase, je crois que c'est Marc-Henri ou Stéphane Drouet qui le disait, c'est que si on retirait les fascias à un être humain, eh bien, il resterait qu'une flaque d'eau. Pour dire à quel point on est composé d'eau et de fascia. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces flux liquidiens, en fonction du mouvement que l'on a et en fonction des postures que l'on va avoir, ouverte, fermée, le mouvement, etc., etc., eh bien, ces fascias, ces flux liquidiens vont créer des flux électriques, des flux neuroélectriques, qui vont être visualisables par électroencéphalogramme, électromyogramme, électrocardio, etc. Ça va varier, ça va créer une variabilité au niveau des flux électriques. Et donc, ces flux neuroélectriques vont remonter par le fameux système neurovégétatif, là encore, mais principalement par un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est bien connu par beaucoup de gens, pour remonter, passer par l'intestin, passer par le cœur, modifier les fréquences vibratoires de l'intestin, du cœur, etc., remonter par la protubérance et arriver dans notre cerveau émotionnel limbique pour, on va dire, rentrer en résonance, je vais le dire comme ça, avec des mémoires, avec des croyances, etc., familiales, transgénérationnelles, peu importe. Et donc, il va y avoir une modulation en fonction de ce niveau vibratoire dans lequel on va être par rapport à ces flux liquidiens, qui vont être, si les résonances sont élevées, qui vont résonner avec des mémoires, on va dire, à haut niveau vibratoire, de joie, de bonté, de douceur, d'amour, etc., etc. Mais si ces flux liquidiens sont fermés tout le temps, comme ça, de peu de mobilité liquidienne, donc des flux électriques de bas niveau vibratoire, eh bien les résonances vont rentrer en résonance avec des mémoires à bas niveau vibratoire, forcément. C'est le principe des diapasons en musique. Bas niveau vibratoire, ben, des émotions, de jalousie, de rancœur, d'agressivité, etc., etc., de douleur, de souffrance, de stress. Enfin bref, vous l'avez compris. Et donc, cette posture, au travers de ces flux liquidiens, va impacter tout ça. Et ça, on l'oublie, on n'en a pas réellement conscience. Donc, c'est important d'en prendre conscience parce que du coup, là encore, on se rend compte qu'on a d'autres bras de levier pour pouvoir impacter d'autres choses. Il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que la respiration, il y a la posture, il y a le mouvement. L'être humain, j'aime le dire, hein, est un être de mouvement. C'est pour ça que j'étais pas très très content quand il y a eu des confinements en France. Et je remercie la Suisse où je travaillais, parce qu'en Suisse, il n'y avait pas de confinement. Nous n'avons pas connu ça en Suisse. Donc c'est pour dire que, il y a eu des restrictions, bien sûr, mais pas de confinement comme en France. Donc c'est pour vous expliquer que le mouvement est absolument fondamental. Remettez-vous dans le mouvement. Merci, Mia. Moi aussi, je suis passionné. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un de passionné par ce que je dis. Donc, mais on a eu l'occasion d'échanger, Mia, à d'autres occasions. Euh, et donc, le mouvement, la posture. Et puis, in fine, et je finirai avec ça pour pas vous embêter trop, trop, trop longtemps avec tout ça. Il y a Tu le ne souffle. nous embêtes pas. Non, non, non. On voit tes paroles. Ouais. Là, Non, à mais aucun moment, je pense je que le dis juste, je le dis en fait pour pas que le webinaire soit trop trop long pour vous c'est libérer vrai, assez c'est tôt, vrai, c'est vrai. etc. On en avait parlé avant C'est en vrai. off. On s'est dit, allez, on fait une mini-conférence pour que ça dure, allez, en gros, 45 minutes, 50 minutes pour pouvoir ensuite passer aux questions-réponses. Voilà. C'est juste. Mais Pour comme je donner sais plus que de le temps. poids des mots compte énormément pour toi aussi, Comment? Les poids des je voulais. mots. Ah, mais c'est absolument, c'est fondamental, Parce que les mots. personne ne s'embête ce soir. Donc, c'était simplement la petite parenthèse. Donc, hop, j'admets Michel. Je le fais, t'embête pas. Voilà. C'était pour vous parler en dernier, donc en dernier cas et en dernier exemple de ce sommeil. Comme je disais tout à l'heure, je garde le meilleur pour la fin. Pourquoi? Parce que là encore, c'est absolument impressionnant de se rendre compte l'évolution qu'il y a eu sur les 5 dernières années. Je le dis, hein, notamment depuis la crise Covid, sur les troubles du sommeil.
Quand je lis des news médicales et que j'entends certains médecins sur des plateaux dire que 33% des Français souffrent de troubles du sommeil, je dis très ouvertement, atterré, parce qu'on est très, 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 très loin du chiffre. Il faut savoir qu'il y a presque 80%, 80% de la population qui souffre, occidentale, qui souffre de dysfonctionnement du sommeil, de troubles du sommeil. Pourquoi? Parce que en médecine classique, on va parler de troubles du sommeil quand on parle d'insomnie ou quand on parle d'apnée du sommeil ou de choses comme ça, qui sont des pathologies récurrentes connues qui ont augmenté depuis le Covid. Et vous allez comprendre pourquoi. Euh, c'est le stress, hein, bien sûr. Mais vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que. Et vous allez vous rendre compte de l'importance de la communication dont parlait Mathilde il y a quelques instants dans ces mécanismes-là. Euh, dès qu'on parle quand je parle de troubles du sommeil, je parle de plein d'autres symptômes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connus, voire totalement méconnus par le grand public. Il y a la somniloquie. La somniloquie, c'est les gens qui parlent la nuit. Il y a les impatiences, bien sûr, tout le monde connaît. Il y a le bruxisme, que beaucoup de gens connaissent, qui sont en fait qui sont liés à un stress inconscient, sachant qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans notre sommeil, le seul parti émotionnel qui ne s'éteint jamais, qui est toujours allumé, qui n'est jamais off, c'est notre subconscient. Et donc ce stress inconscient qui va s'extérioriser et s'exprimer au travers de notre, notamment lors de notre sommeil. Notre cerveau conscient, cortex préfrontal, etc., analytique, etc., s'éteint pendant le sommeil. Euh, Sauf dans certaines périodes où il redevient actif. C'est ce qu'on appelle le sommeil créatif, etc. Notamment, je pense au sommeil paradoxal, etc. Mais dès qu'on est dans le sommeil profond, qui est le sommeil récupérateur, notre mental s'éteint. Mais le subconscient, lui, reste toujours présent. Il continue toujours à travailler. Et le stress inconscient va s'exprimer au travers notamment du bruxisme. C'est-à-dire que les gens vont serrer les dents et vont grincer, qui va créer une usure. C'est ce que je disais tout à l'heure, comment on reconnaît si on est stressé ou pas, la symptomatologie. Il y a pire que le bruxisme, quelque chose que très peu de gens connaissent mais qui touche énormément de monde. C'est ce qu'on appelle le clenching. Le clenching, c'est les gens qui serrent toute la nuit. C'est-à-dire que les dents sont serrées. Et là, c'est terrible d'un point de vue stress. Pourquoi? Parce que on va venir exacerber tout le système, on va dire, neurocrânien, notamment tout le système de ces nerfs crâniens par le biais d'un nerf qui s'appelle le nerf trijumeau, que les dentistes connaissent bien. C'est le nerf trijumeau, c'est celui qu'on va piquer quand on fait une tronculaire en anesthésie dentaire. Le nerf trijumeau, c'est un des 12 nerfs crâniens. C'est le sixième nerf crânien. Et donc, ce nerf trijumeau a une particularité, c'est qu'il est, un des plus gros nerfs crâniens. Deux, il est à la fois sensitif et moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui fait qu'on serre les dents, qu'on contracte le masséter, les temporaux et des muscles que très peu de gens connaissent qui s'appellent les ptérygoïdiens internes et externes, qui sont des muscles profonds au niveau de la manducation. Et donc ces muscles-là vont être exacerbés. Et dès lors qu'ils vont être contractés, le contact dento-dentaire des dents va être permanent. Or, j'aimerais que vous preniez 2 minutes, là. Même pas 2 minutes, 10 secondes. On va faire un audit personnel, chacun va faire un audit de soi-même. Vous êtes en train de m'écouter, donc vous ne parlez pas, donc la bouche est fermée. Mais vous allez vous rendre compte que votre bouche est fermée, mais que vos dents ne se touchent absolument pas. Si vos dents se touchent, c'est qu'il y a un problème, courez vite voir un occlusodontiste pour corriger ça. Mais normalement, les dents ne se touchent pas. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de contact dento-dentaire. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'exacerbation dento-dentaire, donc de ce trijumeau. Les dents, normalement, ne se touchent que 10% de notre temps de vie. Une partie quand on déglutit,
Quand vous déglutissez, vos dents, notamment vos molaires, rentrent en compte, surtout d'abord la partie antérieure et les molaires à la fin, si la mâchoire est bien équilibrée. Et puis quand on mastique. Voilà. Et donc, dès qu'on est en exacerbation, c'est-à-dire en clenching, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Exacerbation du système trijumeau, et là, exacerbation de tous les systèmes neurovégétatifs, dystonie totale, état de stress, plus. Donc, le clenching entretient le stress, et le stress entretient le clenching, puisque si on serre les dents, c'est parce qu'il y a un stress inconscient. On est là encore dans une boucle, dans un cercle vicieux. Et donc, il y a des choses à faire, hein. Bon, là, j'explique pas là, mais il y a des choses on peut faire plein de choses là-dessus. Il y a des pathologies non plus qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a une pathologie la plus importante pour moi. Ah, c'est courant, c'est pas grave. Alors, c'est pas. Alors, je fais juste. Je vois Frédéric à tout le monde. Je réponds à cette question-là. J'aime bien parce je suis dans le flow de ce que je suis en train de faire. Il y a 4 qui arrivent. Euh, En effet, le bruxisme est beaucoup. Il a raison. Le bruxisme touche beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde est stressé. Encore une fois. On y revient. Ah oui, on y revient, hein. Après, il n'est pas important. Le seul impact délétère du bruxisme, il ne va pas exacerber le bruxisme. Contrairement, je vous ai dit, le clenching est beaucoup plus impactant parce qu'il crée tous ces dysfonctionnements neurovégétatifs. Le bruxisme ne crée aucun dysfonctionnement neurovégétatif. Pourquoi? Parce qu'on grince. La seule conséquence délétère du bruxisme, c'est une usure des dents. Les dents s'aplatissent et les dents s'usent. Les gens ont des dents qui diminuent leur hauteur à cause de cette usure dentaire. Donc, c'est pas esthétique. Voilà. C'est on va dire, le seul impact délétère du bruxisme, c'est le côté esthétique. D'un point de vue Est-ce que le bruxisme n'est neurophysiologique. pas toujours lié, parce que généralement, quand même, quand il y a ce mouvement et cette friction quelque part des dents, est-ce qu'il peut y avoir du bruxisme sans clenching? Ah oui, Oui, tout à ok. fait, bien sûr. Bien sûr, c'est deux choses différentes, Généralement, hein. pour les gens qui disent, oh, alors peut-être qu'il y a un problème de vocabulaire et que les gens utilisent peut-être le mot bruxisme à outrance, mais très souvent, Alors qu'il serre les dents, juste. alors qu'en fait, ils se serrent les dents. Tout à Parce fait. que très S'il n'y a souvent, pas donc le d'usure, péribruxisme, mais il y a des douleurs au niveau des mâchoires. En fait, on le ouais. voit très bien quand on appuie. C'est toi qui nous avais fait faire un test une fois. Tu nous avais fait appuyer sur un point. Ouais. C'était hyper Non, douloureux. c'est 3 points. Dès que tu as Trois trois points, points, ouais. dès que tu 3 points qui sont. On l'avait fait ça sur un webinaire avec Bibouda, je crois. Dès que tu as 3 points qui sont exacerbés, c'est sur les douleurs, hein. Dès que tu as 3 points qui sont sensibles, on va dire, ben, tu en as un ici, tu en as un là, et tu as le temporal. Voilà. Donc, tu as le masséter, le temporal et le ptérygoïdien, ici. C'est ça, Dès que c'est ces ça. 3 points-là sont sensibles, ça veut dire que tu es dans un phénomène de serrement. Oui. Parce que quand Géraldine nous dit qu'elle a dû aller voir un ostéopathe pour se faire craquer la mâchoire, est-ce que là, il n'y a pas quand même une idée de clenching derrière? Il y a une idée de clenching et surtout une idée de dysfonctionnement au niveau des ménisques. Donc, parce que s'il n'y a pas un dysfonctionnement au niveau des ménisques avec une hyperpression, la mâchoire ne verrouille pas, elle bloque pas. Puisque le mouvement reste toujours dans une amplitude physiologique. Donc, c'est deux choses différentes, hein, bruxisme et clenching. Par contre, on peut bruxer en clenchant. Mais Oui. on peut Je pense clencher que le sans mot est mal bruxer. utilisé. Je pense qu'il y a plein de Ouais. dentistes qui maîtrisent pas forcément bien cette Mais bien partie-là sûr, mais alors ostéopathique. je vais être très clair, hein. En terminologie médicale, il y a plein de choses qui sont mal exprimées par des dentistes et par des médecins. Je prends un exemple. J'ai vu récemment quelqu'un avec un diagnostic, ben, c'était mon fils, diagnostic de scoliose. Quand tu regardes la radio, j'ai regardé la radio, et en fait, non, bah, c'était pas une scoliose. Désolé, monsieur le docteur, c'était pas une scoliose, c'était une attitude scoliotique lombaire qui est liée à un spasme du psoas. Et ça, c'est quelque chose le psoas, c'est un muscle. Et ça, c'est quelque chose, les médecins, dès que ça rentre c'est le truc, ah, ben c'est ça. Ça serre, ça, eh ben, c'est du bruxisme. La colonne a fait comme ça, ah ben c'est une scoliose. Non, c'est une attitude scoliotique, parce qu'une vraie scoliose, il y a une déformation cunéiforme des vertèbres et il y a une attitude et elle est principalement dorsale et ça s'accompagne toujours, je le dis pour ceux qui auraient des scolioses, ça s'accompagne toujours à la radio, sur une radio profil, d'un dos plat. Dès que le dos est rond, comme ça, c'est pas une scoliose, c'est une attitude scoliotique.
Elle a toujours un dos plat, la scoliose, sur un cliché radio de profil. Donc voilà, il y a des choses comme ça, et il y a beaucoup de médecins qui se trompent. Il y a beaucoup de médecins qui te parlent de jambes courtes. Ah ben non, t'as pas une jambe courte, tu as une torsion iliaque qui crée que tu as une jambe plus longue, mais t'as pas de véritable jambe courte, parce que les vraies jambes courtes, elles sont toujours diagnostiquées en cliché radio sur grande cassette quadrillée, avec une inégalité qui est mesurée au niveau des fémurs et des tibias. Donc il y a plein de choses comme ça. Moi, je me méfie énormément on va dire, de ce que disent les médecins, parce que les médecins souvent utilisent des termes génériques sans être précis. Pourquoi? Parce qu'ils s'adressent à des gens qui ne sont pas du milieu et donc ils peuvent se permettre d'avoir des termes génériques. Non, moi j'aime bien appeler, tu l'as dit tout à l'heure, pour moi le mot est important. J'appelle un chat un chat. Un chat, c'est pas un chien, c'est pas un chat sauvage, c'est un chat. Voilà. Mm. Et juste, je Donc, rebondis par rapport au fait de que ce soit grave, que le dentiste a dit, c'est pas grave. non, Il ne s'agit pas d'affoler et non, c'est pas grave. non, c'est pas Mais grave. simplement, il faut quand même avoir en tête que tout a une conséquence malgré tout dans le corps. Absolument. Il se passe rien dans votre corps qui n'ait pas un impact sur le reste, hein. C'est un Absolument. concept très ostéopathique, ça. Mais c'est vraiment là, c'est flagrant, on va dire. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tous ces petits mécanismes qui, pris individuellement, sont pas graves, mais globalement contribuent à générer un état de stress physiologique. Et ensuite, telle une orange, dès qu'on va vous mettre sous pression, eh bien, qu'est-ce qui va sortir de vous? Une difficulté à pouvoir vous adapter émotionnellement, physiologiquement, posturalement. Et donc, qu'est-ce qui va, ça, il va se passer? Eh bien, des tendinites, enfin ce qu'on appelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques, un stress émotionnel, voire un burn-out, quand le corps n'arrive vraiment plus à s'adapter et que tout part à veau à là, eh bien, le corps n'arrive plus du tout à s'adapter à tous les niveaux. Et là, le corps, il lâche. Et c'est le burn-out. Donc il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place et qui vont être à l'origine. Donc je reviens sur ce sommeil. Eh bien le sommeil, dès qu'on est en trouble du sommeil, on a ce qu'on appelle un déficit, un déficit de sommeil, une dette de sommeil. Et cette dette de sommeil va être à l'origine d'un état de stress physiologique et donc émotionnel. De plus, il faut le savoir, ce sommeil récupérateur profond, en fait, les phases de sommeil, les phases de sommeil, elles se font par cycle. Et donc, il y a en gros, un cycle dure à peu près 90 minutes. Ça veut dire qu'il y a en gros à peu près 4 à 5 cycles de sommeil par nuit en fonction de tout un chacun. Et, euh, et ce qui est important de comprendre, c'est que la récupération sur le sommeil profond, elle est surtout sur le premier, voire le deuxième cycle de sommeil. C'est là où les phases de sommeil profond sont les plus importantes. Donc la récupération peut se faire. Le problème, la problématique, j'aime pas parler de problème, la problématique, la difficulté que l'on a, c'est L'enjeu. que l'enjeu, c'est que, merci, c'est que de par les écrans, de par avec la lumière bleue, de par notre alimentation, avec des mauvaises associations le soir, où notre système digestif reste en branle toute la nuit pour pouvoir digérer, parce qu'on mange des protes avec des hydrates de carbone, et que le corps n'arrive pas à digérer les deux en même temps, et ben du coup, il continue à travailler de par des mauvaises habitudes, ce qu'on appelle ce que j'appelle des vraies fausses croyances, du style, je vais me prendre un bon bain bien chaud avant d'aller me coucher, etc., etc. Eh bien, ou du part d'aller faire du sport le soir, euh, trop tard, on va dire, sans se refroidir après. C'est-à-dire, je peux le faire, mais après, il faut que entre mon sport et mon moment où j'ai la fenêtre du sommeil, j'ai un bon bain froid pour faire baisser la température corporelle. Eh bien, toutes ces mauvaises habitudes font que la température corporelle reste élevée. Et dès que la température corporelle reste élevée, le problème, c'est que pour sombrer en sommeil profond, il faut impérativement, impérativement que la température corporelle baisse. Et la problématique, là, c'est que à deux parts de nos mauvaises habitudes, eh bien, on a tendance à mettre en place des choses qui empêchent la température corporelle de baisser. Ce qui fait que sur les premiers cycles de sommeil où notre sommeil profond est censé être profond et présent,
et sur les plus grandes durées, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va faire sommeil par-dessus superficiel, sommeil profond, boum, mais on ne reste pas, parce que la température n'est pas baissée. On a des grandes phases de sommeil superficiel, paradoxal, superficiel, profond, boum, il ne reste pas. Et donc, on dort pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, mais on n'est pas, ou que très peu, en phase de sommeil profond. Résultat, on cumule une dette de sommeil. Et ça, on le voit très, très, très fréquemment, hein. Avec les coups de pompe, avec les gens qui s'endorment devant la télé, et ça devient presque normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un coup de pompe à 17 h, 18 h, etc. C'est pas normal d'avoir un coup de pompe en fin de matinée. C'est pas normal, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est significatif, c'est symptomatologique, encore une fois, d'un état physiologique global qui est un état de stress, on va dire cellulaire. Parce que les cellules, du coup, n'arrivent plus à régénérer. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que de par nos pensées permanentes, on est sans arrêt en train de réfléchir. On a 60 000 pensées, on dit qu'on a 60 000 pensées par jour, une pensée toutes les secondes, 95% en mode automatique, inconsciente, etc., etc. Mais toutes ces pensées vont venir créer des dépôts, des toxines, pas des toxines, mais des dépôts, on va dire délétères, sur nos axones, sur les axes neuronaux. Et le seul moyen qu'on a de pouvoir nettoyer ces dépôts-là, c'est quand on est en sommeil profond. Dès lors qu'on est en dette de sommeil et c'est des études qui ont été faites, hein, ça a été validé, moi je ne fais que répéter ce que j'ai appris durant mes études, etc. Dès qu'on est en dette de sommeil, ce nettoyage ne se fait plus. Il y a deux choses qui vont plus se faire. Un, ce nettoyage ne se fait plus, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, ces dépôts restent et c'est la porte ouverte pour les scientifiques vers les pathologies, on va dire, cognitives. Toutes les pathologies cognitives derrière. Et donc, pour ne pas les citer, et donc, on a besoin de ce sommeil profond pour se régénérer, tant d'un point de vue neural que d'un point de vue cellulaire. Et dès que les neurones et les cellules n'arrivent plus à régénérer, eh bien, il y a un stress physiologique, cellulaire, qui se met en place. Et quand je dis cellulaire, c'est cellulaire neural aussi, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a des cellules neurales. Donc, il faut comprendre tous ces mécanismes-là pour comprendre qu'il faut impérativement travailler sur son sommeil. C'est une des clés fondamentales de la récupération et de la gestion du stress. Euh, Apprendre à récupérer, à bien dormir. C'est absolument fondamental. Donc je récapitule. Bien dormir, le sommeil, ne pas avoir de dette de sommeil, sachant qu'aussi beaucoup de choses, aussi je le dis très fréquemment, beaucoup de gens, je le vois autour de moi, euh, tu regardes Netflix, tu as une bonne série, etc. Puis là, tu t'endors. C'est ce qu'on appelle la fenêtre du sommeil qui arrive, ou la porte du sommeil. Moi, j'appelle la fenêtre du sommeil qui arrive. Elle dure que quelques minutes, hein. Elle est courte, très courte. Et là, que font les gens? Eh bien, ils se lèvent, et puis ils vont ranger dans le lave-vaisselle, et puis ils vont se laver les dents, et puis ils vont se préparer, etc. Et après, ils vont aller se mettre au lit. Sauf que là, la fenêtre, boum, elle est passée. Et là, ils arrivent au lit, ils n'ont plus sommeil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent le téléphone pour regarder la fin de la série sur Netflix ou pour scroller sur les réseaux, etc., etc. Non, préparez-vous, rangez tout ce que vous avez à ranger, mettez-vous en tenue, allez regarder Netflix, et quand vous avez la porte du sommeil qui arrive, boum, directement, vous avez moins de 10 minutes pour aller vous coucher. Et là, vous dormirez tranquille. Dernier conseil que je donne, pour éviter le stress cellulaire, quand vous dormez, vos téléphones portables, mettez-les en mode avion. Pourquoi? Déjà une simple et bonne raison. Moi, sur les réseaux, ok, mais surtout et plus que tout, les notifications. Pourquoi? Parce que la plupart des prestataires et des grosses boîtes vous envoient des notifications quand? Pendant la nuit. Et les gens me disent, ouais, mais je l'ai mis en mode silence. Ouais, mais chaque fois que tu as une notification, ça va pas sonner. Par contre, la lumière bleue s'allume. Et dès que ça s'allume dans la chambre, dans l'obscurité, tes ganglions rétiniens vont capter la lumière et donc ça va venir perturber ton cycle
de sommeil et notamment ta sécrétion de mélatonine qui est tellement fondamentale. Donc on a tout intérêt à prendre conscience de tout ça pour pouvoir changer plein de choses, pour faire baisser, vous l'avez compris, ce stress cellulaire. Et rappelez-vous une chose, le stress, c'est pas les autres, c'est pas les circonstances, c'est pas les événements, c'est pas la société. Tout ça, c'est qu'un presse-agrumes géant qui vient vous mettre sous pression. C'est en fonction de comment vous êtes intrinsèquement, vous réagissez de façon positive ou vous réagissez de façon négative à ces sollicitations-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Hyper clair. Je prends juste une seconde parce que oui, on va prendre des questions à la fin Oui. du webinaire. Donc vraiment, gardez-les. C'est bien de les avoir notées. Voilà, on va les reprendre tout à l'heure. Mais j'adore tes images en fait parce que je trouve que c'est tellement parlant. Et parfois, on ne se rend pas compte forcément des mécanismes du corps. La piscine, c'est extraordinaire. Tous les gens qui ont une piscine savent à quel point il faut faire hyper attention au pH bien respecté. Mm. Sauf que notre propre pH, personne ne se Je pose le la sais. question. Alors qu'on voit bien les conséquences sur une piscine. Donc, je trouve que c'est hyper parlant. Le presse-agrumes, c'est fabuleux. Enfin, on voit bien. Une fois, tu nous avais parlé également, c'est un peu ce que tu as redit ce soir, mais tu nous disais, on est dans les ruminations très souvent, des ruminations plutôt négatives. On va rarement ressasser des choses extraordinaires qui s'est passé dans notre vie. Et tu nous avais dit, si vous regardez un film qui vous fait peur, qui vous met mal à l'aise, vous n'allez pas vous amuser la nuit suivante à le regarder de nouveau. Vous allez changer de film. Mm. Sauf que bah, dans nos propres vies, j'avais trouvé ton image extraordinaire aussi. Et voilà, je trouve que c'est aussi On beaucoup. reproduit tous les soirs les mêmes mécanismes, hein, voilà, alors qu'ils nous font C'est du une mal. grande force que tu as de nous expliquer de manière très claire, et Carole est d'ailleurs d'accord avec moi, très très claire comme d'habitude, de comprendre les mécanismes qui sont extrêmement puissants et extrêmement techniques et précis. Et on sait à travers toutes tes compétences, la précision que tu as, et c'est ce qu'on retrouve dans tes formations, dans le contenu de tes formations. Et à la fois, tu nous l'amènes d'une telle manière que ça nous parle. Je pense que on a chacun ce soir, dans les 4 axes que tu as partagés, alors peut-être qu'on s'est reconnu dans les 4, auquel cas là, il faut agir, Ah oui, il est temps, hein, urgemment, ouais. mais peut-être que chacun s'est reconnu dans voilà, un, deux, peut-être 3 axes. Et donc, c'est important. On a bien compris aussi que le stress n'est pas que dans la tête, là, vraiment. Ouais. Et donc, justement, tu nous parlais du pourquoi. C'est hyper important ce soir ce que nous as partagé. C'est la première étape du pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Et c'est ce qui permet de rester plus dans le temps. Je rajouterai aussi le comment, parce que le comment, oui, tu nous as un peu parlé du comment, mais parfois on est un peu perdu dans le comment. Et de quelle manière s'y prendre? Par quoi commencer? Parce que là, on a bien vu les 4 axes, on a bien vu qu'il faut mieux manger, mieux respirer, mieux dormir. Il y a des questions sur la chaleur par rapport au sommeil qui est très intéressante. Et donc, voilà, ça va être super de faire un point là-dessus. Le sommeil aussi. Une fois qu'on s'est dit, OK, ben ouais, le sommeil, je sais qu'il faut que je dorme, mais ça vient pas. Et donc, justement, au travers de ce que tu nous proposes ce soir, de ce que tu nous as partagé déjà de manière très généreuse avec plein de conseils là ce soir, au-delà dans la formation que tu as créée, penser, euh, comment démarrer? Par quel point démarrer? Il y a plus d'une dizaine de vidéos que tu proposes dans ta formation. Ouais, Je vais non, vous mettre plus, le lien. ouais, plus, ouais, Oh, oh même là là. plus, pardon, Valor. Mais je te laisse peut-être, si tu veux, peut-être nous parler un peu de comment est-ce qu'elle a été pensée. Alors, je veux vous mettre la page pour que vous puissiez appeler l'explorer, mais c'est quelque chose en tout cas qui, je sais, est extrêmement pragmatique pour savoir par quoi commencer. Parce que c'est souvent le point qui est bloquant, c'est, OK, j'ai bien compris que là, j'ai ces 4 axes à rectifier. Je commence par où en fait? Je commence comment? Quel est le premier point d'ancrage? Alors, j'ai déjà le premier point d'ancrage, c'est comprendre ces mécanismes de fonctionnement, comprendre cette base physiologique et comment nous sommes construits d'un point de vue pyramidal et notamment avec nos besoins fondamentaux. Donc, les besoins fondamentaux, ils sont dans un ordre bien précis. Le tout premier, c'est respirer. Le deuxième, c'est m'hydrater. Le troisième, les apports en oxygène, hein, les deux. Et m'hydrater au travers des flux liquidiens qui vont créer, vous avez compris avec tout ce que j'ai dit avant, hein. Et le troisième, c'est m'alimenter. Les trois premiers besoins fondamentaux vont déterminer un quatrième besoin fondamental qui est la récupération, donc le sommeil. Donc dès lors qu'on comprend ça, on comprend quel est le cheminement qu'il faut respecter pour respecter son corps, pour lui donner une capacité d'optimisation, on va dire, de la performance de vie et une capacité d'adaptation colossale. Il faut travailler sur ces trois premiers besoins fondamentaux.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y en a, et ça je le dis très souvent, quand il y en a qu'un qui n'est pas respecté, qui n'est pas perturbé, eh bien on a une grande capacité d'adaptation, une grande capacité de récupération. Par contre, dès qu'on en a deux qui ne sont pas respectés, eh bien la capacité dégringole complètement. Et là, on part en stress cellulaire, en stress émotionnel et en pathologie, avec tous les symptômes qu'il y a derrière, inflammatoires, articulaires, musculaires, sommeil, etc., etc. Tout ce qui découle. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, et c'est ce que j'explique dans ma formation, c'est que moi je donne toutes les clés. Je donne des clés et je monte les portes. Et puis, comme je dis toujours, j'essaye de donner l'envie d'aller ouvrir les portes avec les clés. C'est ça le plus compliqué, on va dire. Parce que c'est bien d'avoir les portes, c'est bien d'avoir les clés, mais encore faut-il décider d'aller les ouvrir, ces portes. Ça, Euh, c'est libre à chacun. c'est le Ça, libre choix de ça, tout c'est en le... chacun. Mais c'est vrai. Mais moi, c'est pour ça que je dis, mon truc à moi, c'est après de vous donner l'envie de le faire au travers de la formation, de la façon dont elle se déroule. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est un principe très important, moi, que j'applique beaucoup dans le développement, dans la conscience de soi, etc. C'est un principe économique. C'est le principe de Pareto, hein, que beaucoup de gens connaissent. Le principe des 20-80. Changez 20% de vos habitudes. Et dans tout ce que je dis, eh bien, vous prenez 20%, mais que vous êtes en mesure de faire facilement. Ce qui est difficilement faisable, ne le faites pas. Pour le moment, vous le ferez plus tard. Quand ça sera venu, quand ça sera OK pour votre corps, quand votre cerveau vous dira, ouais, c'est le bon moment maintenant. Et vous verrez qu'il y aura des synchronicités qui vous amèneront à vous dire, ah ben oui, c'est le bon moment maintenant. Mais au départ, changez 20%. Et ces 20% que vous allez changer dans vos habitudes de vie vont impacter derrière 80% de votre vie et de votre état de stress cellulaire. C'est juste mettez en place 20% et vous verrez l'impact que ça a d'un point de vue à la fois physiologique, neuro-hormonal, etc. Oui, oui, absolument. Mais c'était important ce que tu dis chacun fait sa part en fait. Toi, tu nous as partagé ce soir l'importance de comprendre comment ces mécanismes agissent au travers de tout le support que tu partages dans cette formation de sens et éveil. Tu vas nous expliquer vraiment comment le mettre en place et c'est capital. Et tu viens nous réexpliquer que 20% de changement, ce qui est relativement peu déjà, mais c'est déjà un énorme pas, Hmm, va avoir un impact extraordinaire dessus. tout à fait. Après, l'autre part, c'est vraiment à chacun de trouver l'impulsion. Et ça, c'est important en fait. Parce que pour être dans une forme de discipline quelque part, pour vraiment le pouvoir de tout changer, et tu nous l'expliques très très bien, il démarre d'abord de soi. Absolument, tout à fait. Et donc Si t'as pas l'impulsion, décidé, si t'as pas décidé, il n'y a rien qui se mettra en place. absolument. Mais le pouvoir, il est là. Hmm. Et les changements, ils sont possibles. Ah, mais Les tout à douleurs fait. du dos peuvent changer. Les douleurs gastriques, les douleurs digestives, les troubles digestifs peuvent partir, peuvent Absolument, tout diminuer. à fait. Mais Le sommeil peut se c'est réguler. fondamental de le comprendre. Et tout ça a un dénominateur commun qui est le stress. Et Absolument. donc, eh oui, on oublie, hein, c'est que souvent dans la médecine, on distingue on sépare, on va dire. Mais tout a un dénominateur commun qui est le stress. Mais vraiment le stress en conscience, hein, c'est-à-dire en comprenant pourquoi ce stress-là génère ça ou ça ou ça ou ça. Et non pas le stress fourre-tout comme on retrouve en médecine. Ah, bah vous avez ça, c'est normal, vous êtes stressé. Oh, vous avez fait un infarct, c'est le stress. Oh, vous avez des troubles, ah, c'est le stress, etc. Non, le stress, quand tu poses après que tu essaies de creuser avec des médecins en disant, ouais, mais expliquez-moi plus en dedans, qu'est-ce que vous entendez par c'est le stress? Eh bien, 9 fois sur 10, ils sont incapables de t'expliquer pourquoi tu as tout ça à cause du stress. Ou alors, il explique avec des choses abracadabrantes. Non, il faut bien comprendre les mécanismes physiologiques, neurophysiologiques et neurohormonaux pour pouvoir changer les choses. Encore une fois, on peut changer que ce dont on a conscience. Si tu dis à un enfant de ne pas mettre les doigts dans la prise, je prends toujours cet exemple, eh ben un jour ou l'autre, il mettra les doigts dans la prise. Par contre, le jour où il a mis les doigts dans la prise et qu'il a compris pourquoi il fallait pas le faire, ce jour-là, il mettra plus jamais les doigts dans la prise. Parce il sait pourquoi il faut pas le faire. C'est pareil avec la formation. Comprendre, mettre un sens, mettre du sens, mettre du pourquoi aux choses. Ce fameux pourquoi qui est si cher à un grand monsieur qui s'appelle Simon Sinek. Hmm. Et c'est précisément tout ce que l'on va retrouver dans voilà, cette formation avec la plateforme Sens et Éveil. Donc déjà, Mm. Sens, Éveil, mettre du sens et s'éveiller. Je trouve que le nom est incroyablement bien choisi. Donc je vous ai mis le lien, vous pouvez retrouver pour avoir encore plus de détails sur ce que contient cette formation.
Tu as partagé un superbe bonus. euh, Ouais, Si vous prenez la formation d'ici dimanche, une formation qui est en parallèle, complètement complémentaire, c'est un point qui n'est pas abordé dans la formation, donc c'est vraiment un cadeau là que tu nous fais. Une formation aussi sur alors elle s'appelle aussi stress, hein, je ouais, crois, ça s'appelle 3210 stress. 3.0 stress. Et c'est une formation, en fait, c'est un e-book que j'ai conçu pour apporter des clés complémentaires. Parce que, bien sûr, moi, je continue à me former tout le temps. Et en me formant tout le temps, ben, je vois des choses qui apparaissent. Par exemple, là, dans la formation sur le stress, je vais rajouter, certainement dans les semaines ou les mois à venir, je vais rajouter des choses, des modules, des vidéos complémentaires, etc., en bonus, parce que je rajoute, et systématiquement. Et là, j'ai décidé de créer cet e-book sur le stress, mais avec une vision différente, on va dire, de la gestion du stress, avec des clés complémentaires dont je ne parle pas en formation. Voilà. Donc c'est un truc très complémentaire, c'est pas redondant avec la formation, pas du tout, très complémentaire. Et cet e-book on va dire, est offert pour toute personne qui prend la Compris. formation, sachant que la formation, enfin vous le verrez, on peut la régler en plusieurs fois. Et j'ai fait exprès de la mettre à un prix très abordable Ah oui, elle est par à rapport au contenu, 277 hein. euros, absolument. Absolument, avec des clés, donc 267 euros. Voilà, que vous pouvez. Donc, vous aurez toutes les informations sur le site avec un accès 24/24, le support email qui est disponible également, et puis un plan très, très détaillé. Je sais que tu l'as vraiment pensé de manière pragmatique pour vraiment que chacun à son rythme, pas à pas, mais un pas après l'autre, chacun avec ses priorités, ses fameux 20% que chacun doit décider de mettre en place. Et puis, dans quelle voie j'axe en premier plan. En tout cas, le plan est vraiment très pensé. Je sais qu'il y a un plan de 21 jours, il y a des checklists, il y a des kits voilà, que tu as pensé pour mettre les choses en place, pour déjà faire ce premier pas, parce que c'est ce Tout à premier fait. pas Tout qui est à le plus fait. compliqué en Tout fait. à fait. Et puis il y a aussi une chose importante qu'il faut comprendre, c'est que malgré le prix qui est très très peu, qui est très 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 accessible, il faut comprendre aussi que les personnes ont la possibilité de pouvoir, alors pas par téléphone, hein, parce que je suis pas dispo, mais par mail. Si les gens m'envoient par le biais de contact AdSense et Éveil, ben, les gens peuvent me poser des questions et auquel cas, quand ils sont membres d'une formation, quelle qu'elle soit, je réponds systématiquement au questionnement. Ça, c'est précieux. Et Mia qui nous dit, ta formation, le pouvoir de tout changer est un investissement qui est un incontournable pour Ah tous, oui. qui est super informatif également. Merci Sylvain. Donc voilà, donc Et- merci beaucoup Emilia Ben oui. Mia, pour merci pour ton ton retour parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur. J'ai lancé cette formation, Le pouvoir de tout changer, pareil, il y a un an et demi, maintenant un an en arrière. Il y a à peu près, ouais, on va dire, pas loin de 40 personnes qui suivent cette formation. Et c'est là, pareil, par contre, c'est différent, c'est un accompagnement avec des coachings, questions-réponses tous En les tout cas, on mois. va retrouver même dans cette formation de ce soir, donc c'est une Ah formation qui est oui, différente, des mais choses on retrouve que je dis dans ton le pouvoir de essence. tout changer, tout à fait. Sauf que là, c'est vraiment localisé et c'est vraiment focalisé sur le stress. Le pouvoir de tout Absolument. changer, c'est général, hein. Donc, tu peux pas comparer, en fait. C'est deux formations qui sont pas du tout comparables. Mais il y en a une qui fait 9 heures et l'autre qui fait 40 heures, je sais pas, un truc comme ça. Donc, en tout cas, c'est pas une formation de 2 heures, ça sachez-le. D'abord, un, parce que je suis passionné, deux, je suis très bavard, et trois, à chaque fois que je rentre des connaissances, j'aime bien les partager. Donc, forcément, il y a du Je vais vous contenu. remettre le lien après pour aller explorer voilà, toutes les thématiques plus précisément que vous allez y retrouver, mais en tout cas, vous avez l'essence de ce que Sylvain, tu nous as partagé ce soir, et Mm. surtout les clés pour faire ce fameux premier pas, pour Absolument. avancer et pour enclencher ce fameux changement pour venir agir sur ces facteurs de stress dont tu nous as parlé ce soir. Je te propose de prendre quelques Oui, questions, vas-y, Sylvain, je t'écoute. que nous avons reçu. Alors, il y a Myriam, alors j'espère ne pas en avoir manqué plus haut, je vais y revenir dessus. Mais j'ai Myriam là qui nous parle de douleurs aux ischios. Mhm. Est-ce que les douleurs aux ischios peuvent venir d'un stress? Alors, il y a une origine mécanique. Douleur aux ischios. Très souvent, si c'est les deux ischios ou si c'est un seul ischio, très souvent les douleurs ischios, on va dire au niveau des ischios,
sont des douleurs qui sont liées à un déséquilibre postural, torsion iliaque, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es sous stress, par exemple, il y a des phénomènes et des adaptations mécaniques quand tu es dans un état de stress. Quand tu es dans un état de stress, par exemple, tu vas avoir un spasme d'une coupole diaphragmatique, par exemple, qui est lié à cet état de stress. Et le spasme de cette coupole diaphragmatique va entraîner un spasme du psoas, qui est un muscle, homolatéral, c'est-à-dire du même côté, parce qu'ils ont la même insertion. Donc, c'est pour vous donner un exemple d'adaptation posturale. Et le spasme du psoas va déclencher une torsion iliaque antérieure. C'est physiologique, c'est biomécanique. Et la torsion iliaque antérieure va déclencher des douleurs au niveau des ischios. Donc, le stress va générer des douleurs au niveau des ischios, mais les ischios peuvent générer derrière un stress, parce que la douleur, il y a avec une difficulté à s'adapter à la douleur. Après, il y a, si c'est C'est une tendinite, unilatéral, a priori, là. C'est du côté unilatérale, donc c'est un de Myriam. déséquilibre postural. Voilà. On Et est dans le Myriam nous dit schéma qu'elle que je viens juste d'expliquer. voilà, voilà, voilà. Et elle nous dit qu'elle n'est pas forcément stressée, Myriam. Non? Alors, tant mieux si vous vous sentez pas stressée. Et peut-être que là, Donc c'est pour le coup, ça n'a mécanique. rien à voir. Alors ça peut être aussi, on peut se faire la même douleur iliaque, par exemple, en trébuchant, en prenant une marche et en trébuchant. Hmm, Tac, l'iliaque part en torsion antérieure et là, il y a une tension iliaque, une tension ischio derrière. absolument. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Ensuite, il y a toute une, il y a plusieurs, un échange entre Géraldine, Michel et Frédéric. Merci pour votre patience sur ce sujet. Autour, il est vrai, et c'est vrai que c'est un sujet sur cette histoire de température de la chambre et du corps Ah, avant de partir au lit. Pas trop chaud, et à la fois, c'est vrai que la bouillotte, qui est souvent recommandée sur le foie avant de partir au lit ou au moment du coucher, qui peut être agréable, ou au niveau des pieds, parce il est vrai que quand on a trop froid, souvent on n'arrive pas à s'endormir. Voilà, explique-nous un alors peu ce attention, voilà. mécanisme. C'est Il ne faut ça, pas c'est précis. confondre une pièce qui n'est pas chaude avec une pièce glaciale. C'est deux choses différentes. Une pièce, pour faire simple, une chambre, elle doit être, allez, on va dire 19 degrés, vraiment pour un sommeil optimal. Le but, c'est pas d'avoir froid quand vous dormez, c'est de pouvoir réguler, vous, au travers des draps, de la couverture, la température idéale pour votre corps. Chose que vous ne pouvez pas faire quand la pièce est chaude. Vous pouvez faire quand elle est froide. La deuxième chose, c'est ce qui est fait avant d'aller vous coucher. Et la température donc corporelle au travers de l'alimentation, du repas, du sport, de plein de choses. Euh, la bouillotte, si la pièce est très froide, bah oui, une bouillotte sur les pieds ne va pas réchauffer le corps, tout le corps. Ça va réchauffer les pieds. Et ça va, du coup, par un effet, on va dire domino, faire du bien. On va se sentir bien. Même si le reste du corps est froid, ben vous allez vous sentir réchauffé parce que les pieds sont chauds. C'est la sensation, là, dont on parle. C'est pas un effet physiologique généralisé. Donc, ne pas confondre les deux. Absolument. Merci pour cette précision parce que c'est vrai que très souvent, c'est quelque chose qui revient dans l'explication et c'était très, très clair. Myriam nous dit que ça fait un an que ça dure cette douleur aux ischios et que ça l'empêche de courir. Est-ce Peut-être qu'elle est allée changer. voir est-ce qu'elle est allée voir un ostéopathe du sport? Ouais. Dites-nous peut-être, oui, pour voir, mais en Ouais. tout cas, ou peut-être si vous êtes allé en voir un. Pas un kiné, un ostéopathe du sport. Enfin, quelqu'un qui est spécialisé surtout si elle court. Voilà. Donc, quelqu'un qui est spécialisé notamment chez les coureurs. Chez les Oui. douleurs récurrentes chez les coureurs. Mm. Et puis peut-être changer, hein, si vous êtes allé voir quelqu'un, peut-être Et aller voir avoir quelqu'un d'autre. Bien sûr, un vous autre pouvez voir avis. quelqu'un d'autre Absolument. aussi. Voilà. Absolument. C'est comme les chirurgiens, hein. Il y a chirurgien, il y a plusieurs chirurgiens. Et c'est pas parce qu'un ostéopathe ne vous a pas soulagé qu'il est forcément mauvais. Attention, hein. C'est juste qu'il n'est pas forcément, il peut ne pas être sur le même niveau vibratoire que vous, hein. Mm. Donc, moi, je sais que je suis allé voir certains ostéopathes que j'ai trouvé extraordinaires. Je les ai conseillés à des potes qui y sont allés, qui m'ont dit, bof, moi, il m'a rien fait. Et d'autres qui m'ont dit, ah, va le voir lui, il est absolument lui ou il ou elle est absolument fantastique. Et j'y suis allé et moi, ça m'a rien fait. Donc, en fait, chaque ostéopathe correspond à un profil, on va dire, patientèle.
C'est pas parce qu'il vous fait pas du bien qu'il est forcément pas bon. Voilà, ça faut juste aussi le comprendre. C'est juste qu'il n'applique pas des techniques qui vous correspondent à vous. Mm, mm. Bon, tu nous diras si tu connais quelqu'un sur Bordeaux, nous dit Myriam. Là, moi, j'ai Oui, pas. oui, oui, Oui. du côté de Bordeaux, oui, oui. Mais je sais plus si elle exerce encore, elle était absolument extraordinaire. Ah, La marque, ça va me revenir. Il faut que je. Non, elle doit plus exercer. Elle avait 40 ans quand j'ai fait mes études d'ostéo, donc à mon avis, elle devrait avoir 75 ans maintenant, tu vois. À mon avis, elle n'exerce plus. d'accord. Euh, Faudrait que je regarde. Regardez les avis, regardez les Mais de toute avis. manière, les ostéos, il faut regarder, il faut aller voir les avis. Et Absolument. il y a une chose, quand vous regardez, ça je dis ça, hein, quand vous regardez un nom, quand vous regardez une personne, vous allez voir sa photo au cabinet, souvent il y a la photo dans le cabinet, etc. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Qu'est-ce quand vous regardez le nom, etc. Posez la question à votre corps. Est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est quelqu'un qui est bien pour moi ou pas? Votre corps va vous répondre. Si vous sentez des frissons, des trucs comme ça, ah ben c'est un signe. Si vous sentez rien, voilà, écoutez votre corps, interrogez votre corps, votre ressenti. Votre corps C'est vous vrai. parle hein, en permanence, donc Oui, oui, oui. apprenez à l'écouter. Ça s'appelle l'intuition. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il dit bien plus de choses vraies que On ce que pourrait nous le dit croire, notre absolument. mental. Euh, alors, Mia nous a partagé plein de messages, mais globalement, j'espère ne pas fausser en résumant ce que vous nous partagez, Mia, mais globalement, Mia ne s'endort pas. Mia n'est pas fatiguée, Mia ne ressent jamais de coups de pompe. Surtout le soir, pas de sentiment de fatigue. Elle nous demande d'où ça peut venir. Alors, ça peut être plein de choses. Il y a peut-être un dérèglement du cortisol derrière, Il si c'est peut y vert. avoir un dérèglement corticaux, hein, absolument. Tout à fait. Et Euh, il peut y avoir plein de. Après, il peut y avoir aussi le mental qui est aussi. sans arrêt, qui est hyper actif. Il peut y avoir plein de choses, Mia. C'est Dans tous les cas, pas. il y a des axes. Alors, je ne sais plus si Mia, vous faites partie Mia, vous faites peut-être. C'est vous qui suivez la formation Oui, de. LPTC, oui, oui, tout à Ah, fait, la voilà, voilà, voilà. réhabilitation. Donc, vous avez. Voilà. Vous pouvez peut-être retrouver, enfin, même pas, peut-être, certainement, que ce soit ou le petit vélo en tête, Ouais, soit un dérèglement du cortisol, donc un ouais. cortisol trop élevé le soir, alors qu'il devrait chuter avec la mélatonine. Le cortisol, alors il faut le savoir, les index glycémiques dans l'alimentation le soir, c'est catastrophe, hein. Le cortisol, on a des taux très importants le matin et quasiment nuls, enfin pas nuls, mais très très minimes le soir. Pourquoi? Parce que c'est en baissant le soir qui permet à la mélatonine de pouvoir être sécrétée. Dès lors qu'on a du cortisol sécrété le soir, c'est-à-dire dès qu'on mange des aliments à fort index glycémique le soir, style la petite brioche, le machin, le Nutella ou des trucs comme ça, ou le petit gâteau, les trucs comme ça, qui font monter le pic insulinique, eh bien, il y a un push de cortisol qui va empêcher la mélatonine de sécréter. Donc, inéluctablement, il y a des gens qui me disent, moi, je mange pas beaucoup le soir. Ouais, mais tu manges pas beaucoup, mais tu manges mal. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tu manges des choses que tu ne devrais pas manger. Vous mangez de la baguette parisienne le soir, du pain blanc, ben c'est comme si vous mangez 115 grammes de sucre à la petite cuillère, hein. C'est exactement le même impact glycémique et cortisolémique. Donc, c'est dommage de ne pas en être conscient. Voilà. Mm. Il y a Agnès qui nous dit, qui te remercie pour cette très intéressante conférence et qui te demande si la fibromyalgie peut être améliorée par ta méthode, par ce que tu proposes et ce que tu mets en avant dans les outils que tu proposes. Alors, très bonne question. La fibromyalgie, tu sais, moi je dis tout le temps, et tu le sais, pour déclencher une pathologie, il faut qu'il y ait un facteur déclencheur, il faut qu'il y ait un terrain, et il faut qu'il y ait un conflit émotionnel. La fibromyalgie est l'exemple type de la pathologie déclenchée avec un conflit verrouillant émotionnel majeur. La fibromyalgie, c'est l'inflammation, on va dire c'est l'inflammation majeure. Il n'y a pas plus inflammatoire que la fibromyalgie, malheureusement. Et l'inflammation, d'un point de vue émotionnel, c'est la colère, on le sait. Et pour avoir écouté certains médecins comme le docteur Olivier Soulier, avoir suivi leur formation, etc., on le sait, la fibromyalgie, c'est l'inflammation extrême. En fait, c'est la colère vécue, presque la rage, c'est comme ça que l'expliquait Olivier Soulier, mais vécue dans l'impuissance, dans le vécu hein, familial, on va dire. Donc il y a le terrain et il y a ce conflit émotionnel-là.
La formation ne va pas vous permettre de régler le conflit émotionnel. C'est clair. Il faut être accompagné, il faut voir des gens compétents dans ce domaine-là. Par contre, la formation va vous permettre de pouvoir vous aider à réguler le terrain. En partie, pas totalement. Il y a plein d'autres choses derrière pour réguler un terrain. Il y a la nutrithérapie, il y a les oligos, les machins, etc. On va pas là-dedans dans cette formation. Par contre, elle va aider en partie à réguler et à calmer, on va dire, l'état de stress latent, inflammatoire, qui va permettre à la fibromyalgie derrière de pouvoir s'exprimer plus fortement. Donc, il va moduler du moins l'importance de l'inflammation derrière. Donc, ça va aider. Ça ne va pas régler, mais ça peut aider tout à fait en stabilisant, on va dire, une partie du système physiologique, c'est-à-dire du terrain. C'est une approche très complexe, la fibromyalgie. C'est Donc, très complexe, la fibromyalgie, très particulier. ça englobe plusieurs axes, mais en tout cas, voilà, ce que tu proposes est déjà un premier axe pour venir réguler cet aspect-là. Frédéric te demande, par rapport au diagnostic du bruxisme, comment être sûr de savoir si on a du bruxisme ou du clenching, qui peut le confirmer? Alors, tu parlais de petits axes déjà avec l'usure des dents, les trois Usure points. de dents, ça veut dire bruxisme. Dès lors que vous vous réveillez le matin avec des tensions, avec des douleurs manducatrices, avec une fatigue, grosse fatigue, avec une fatigue et des douleurs, c'est le principal signe, hein. C'est que vous êtes dans un clenching. Le bruxisme ne va pas entraîner la fatigue, Hmm. parce que le bruxisme, c'est juste les dents qui frottent. Ah oui, le mot est utilisé à outrance. Je pense que le bruxisme, il y Oui, a beaucoup plus de clenching que de bruxisme, et c'est très absolument. Dès intéressant que qu'il y a une tu... fatigue le matin, bon, après, la fatigue peut être liée à d'autres choses aussi, hein, à une non-récupération, etc. Mais il y a vraiment fatigue associée à des tensions musculaires. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est, on se lève le matin, on a envie de détendre les tensions musculaires. Là, on est dans Hmm. le crunching. Après, le crunching s'accompagne aussi, il y a toute une symptomatologie derrière, hein. Le crunching s'accompagne toujours, c'est systématique, hein, symptomatologiquement, d'une hyperphotophobie. Pourquoi? Parce que le nerf est tellement exacerbé, trijumeau, qu'il va transmettre cette exacerbation à tous les nerfs crâniens périphériques. Donc le nerf optique, le nerf euh, le nerf spinal, le nerf optique, enfin tous les nerfs qui vont, tous les nerfs périphériques, le nerf auditif. Donc les gens vont avoir des symptômes comme ça, style des hyperphotophobies, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la lumière, ou alors des démangeaisons dans les oreilles. Il va y avoir une exacerbation du nerf du pneumogastrique, notamment dans sa branche récurrente ici, le récurrent du 10, ce qui va faire que les gens vont avoir des sensations quand ils sont en clenching, hein, ils ont des sensations de trucs coincés dans la gorge. Ils éprouvent le besoin, ils ont du mal à déglutir. Tout ça, c'est des symptômes. Ils peuvent avoir Très des crampes, intéressant. J'ai plein des de mots en douleurs, tête là qui arrivent. des douleurs ovariennes. Ils peuvent avoir des douleurs pseudo-ovariennes. Ils peuvent avoir des crampes, des douleurs dans la partie mésentérique droite, c'est-à-dire partie mésentérique droite. Si vous vous mettez debout, c'est que vous prenez tout le diaphragme comme ça, vous tracez une diagonale de gauche à droite en descendant, ben, toute la partie qui est à droite va être enflammée, douloureuse. Donc des douleurs côlon ascendant, côlon transverse, etc., etc. Ça, c'est significatif ce qu'on appelle d'un clenching. C'est symptomatologique. Donc il y a tous ces signes à côté qui vont dire, ah ben c'est pas du bruxisme, c'est du clenching. Ou alors c'est D'accord. du bruxisme associé à du clenching, parce qu'on peut avoir les deux, encore une fois. Hmm. Mais quand c'est juste du bruxisme, grincement de dents, il n'y a pas tous ces symptômes derrière. Bon, voilà, j'espère que Frédéric, ça a répondu à votre question. Merci pour ce détail. Donc, a priori, vous êtes bien toujours sur du bruxisme, Frédéric. Enfin, voilà, vous allez vous identifier ou pas par rapport aux symptômes que tu viens Après, il y a d'expliquer. des techniques en bruxisme, enfin, il y a des approches, hein. Ça, j'ai appris ça récemment parce que je suis en train de faire, je t'en parlais en off, je suis en train de me former en hypnose hellmanienne. Et en fait, il y a plein de techniques en hypnothérapie
pour faire lâcher ce bruxisme, hein. J'ai assisté à des séances chez des dentistes qui pratiquent l'hypnose anesthésique, etc., qui opèrent et qui font des extractions et des implants sous hypnose, ou notamment une patiente qui avait du bruxisme plus, avec une usure dentaire énorme. En une séance, il lui a fait lâcher complètement son bruxisme. Donc il y a des techniques comme ça en hypno qui fonctionnent très, 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 très bien. C'est très intéressant pour aller encore plus loin et compléter ce que toi tu nous proposes avec des techniques manuelles. Ouais. Très intéressant. Je crois qu'il y avait une dernière question. Je l'ai vu un peu plus haut, pardon, de Chris, qui nous dit comment éliminer les tensions musculaires dans le dos et les épaules d'origine émotionnelle. Elle est intéressante cette question et à la fois elle est extrêmement large. Elle est tellement large, il y a tellement de choses à faire. Oui, La première chose que je dirais, c'est l'expire, travailler sur la respiration et sur le souffle. Deuxième chose que je dirais, c'est travailler c'est toujours lié à un spasme musculaire, toutes les douleurs. Donc c'est travailler en stretching postural, ou en pilates, ou en yoga, vous choisissez. Mais c'est travailler sur des techniques comme ça, qui sont des techniques de mise en tension, axées et basées sur la respiration derrière et associées à la respiration. Et ça va avoir un impact, globalement je dirais ça, pour avoir un impact à la fois d'un point de vue physiologique et d'un point de vue neuro-émotionnel sur le stress, le bien-être, la détente, etc. Et là, vous avez toutes les chances. Si la douleur perdure, à vérifier avec un ostéopathe qu'il n'y ait pas un verrouillage lombaire, dorsal ou peu importe, qui verrouille la région et qui crée la récurrence. Voilà. Mais sinon, stretching, pilates, yoga, stretching postural et respiration, souvent sont très, 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 très impactants. oui, finalement, ce qu'on peut retrouver dans la formation que tu proposes, en tout cas des clés pour déjà commencer à mettre des choses en place. En fait, vraiment, je vous assure que, et je pense que tous les deux, toi, tu as donné des consultations, mais tu continues à donner plein de conférences. Et moi, j'ai aussi des consultations. Et on le voit, en fait, la première chose, c'est le premier pas, en fait. C'est vraiment le premier pas qui est le plus presque compliqué, en fait, à mettre en place. Et c'est ce pas en avant. Une fois que ce Ouais, pas est fait, ouais, on est sur la voie du changement absolument. profond et donc de l'amélioration parce que tout changement amène du mieux. Absolument, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Ben oui. J'adore quand il y a des échanges. Donc là, il y a Frédéric et Géraldine qui sont dans une conversation sur les gouttières et les réflexes et Eh chacune ouais, conseille les sur. J'adore gouttières. pouvoir J'adore pouvoir échanger, mais voilà, c'est ce que tu génères en fait. Voilà, une bonne ambiance et se sentir voilà, dans un espace bienveillant où chacun peut un peu échanger sur voilà, ses problématiques, ses clés également. Tout Et à puis fait. avec toi, un grand sage, comme ça, qui nous partage Oh non, 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 des non. grandes connaissances. Oh si, si, absolument. Si, si, alors Non, là, en grand passionné, oui, mais pas non. que, pas que, pas que. Le poids des mots est important et je pèse mes mots avec la sagesse que tu partages. Non, non, absolument. Paola, tu vois qui t'a dit merci infiniment, toujours aussi passionnant. Je suis d'accord avec vous, Paola. Donc, merci beaucoup pour votre écoute ce soir, pour votre présence, pour votre enthousiasme au travers de ce chat. C'était très intéressant de vous lire. Un replay sera disponible, oui, Pris. Oui, Oui, absolument. dès demain. Ah, demain, oui, demain, avant demain soir. Oui, parce que là, demain matin, je pars très tôt. Ouais, on va pas avoir beaucoup de temps avec mon équipe. On part et on fait beaucoup de trajets. On intervient chez les clients, donc ça va être un peu compliqué pour mettre le replay demain dans la journée, mais demain soir au plus tard, il y est. Bah, parfait, parfait. On scrutera ça avec attention. Je viens de vous remettre le lien de la formation. Voilà, si vous avez cet élan de faire ce premier pas dont nous parlions ce soir, et voilà, il y a un peu plus loin dans tous les partages que tu nous as généreusement offerts, et puis voilà, c'est clé. Voilà, ce sont des graines qui sont semées, et puis voilà, à nous maintenant de voir ce que nous faisons de toutes ces graines que tu nous as partagées. Absolument. Merci beaucoup. En tout cas, je lis un peu donc Catherine qui te remercie également. Mia qui ne pas partir, de ne pas vous quitter, qu'elle n'a pas envie de dormir. Mais c'est très bien que vous soyez dans la formation de Silver, Mia, parce que je pense qu'elle peut faire énormément de bien, parce que Oh, effectivement, mais il y a elle le sait. beaucoup, beaucoup d'énergie. Elle le sait, on en a déjà parlé plusieurs fois lors de nos Zoom questions-réponses Ah voilà, hebdomadaires, d'accord. mensuels, pardon. Vous vous On connaissez en a bien. parlé. Ouais.
Oui, oui, il y a beaucoup Mais bon, d'énergie, Mia. Mia est quelqu'un qui voyage beaucoup, 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 un coup à Dubaï, un coup à Londres, un coup à Ah Paris. oui. Donc forcément, les rythmes du sommeil sont un peu perturbés. Voilà, il y a une explication derrière. Donc, en tout cas, merci pour votre présence chaleureuse, Mia. Merci, Pris. Merci, Corinne. Merci à tous pour vos retours chaleureux. C'était un plaisir de vous lire. Et puis, merci encore une fois, Silver, Merci voilà, à de m'avoir toi. Merci à toi de m'avoir invité. accompagné sur ce webinaire, de m'avoir voilà, interviewé, enfin, voilà, d'avoir été ma co-hôte, on va dire, sur ce webinaire. À chaque fois, c'est un plaisir, Mathilde, de partager ça avec toi. Partagez. Partagez. Moi aussi. Je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Vous savez que c'est précieux. Ouais. Et je te laisse le mot de la fin, Silver. Bah, tu me l'as sorti de la bouche. Vous êtes des héros, des héros. C'est la fatigue. Vous C'est êtes le des zéro stress. héros en C'est pas ce que tu puissance. penses au zéro stress. Ouais. Zéro stress. Vous êtes des héros en puissance. Et surtout, je le dis, prenez soin de vous parce que vous êtes précieux et précieuses. Et vous avez plein de clés pour pouvoir prendre soin de vous. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous. Et une très très belle soirée à tout le monde et à bientôt sur les ondes. À tout bientôt. Au revoir.